Bonjour à tous, bienvenue pour cet exo de colle numéro 11. Et aujourd'hui on va attaquer cet exercice. Montrer que tout sous-groupe de G ln de C d'exposant fini est fini. Donc c'est un exercice pas évident où je vais poser en fait quelques sous-questions durant la résolution. Donc là je vous laisse, n'hésitez pas à faire une petite pause. Je vous laisse essayer là déjà par vous-même de résoudre cet exercice. Bon, j'ai juste rappelé quand même la définition, rappelé ou peut-être pas, hein, c'est peut-être pas forcément un rappel. La définition d'un groupe d'exposants finis, ça signifie qu'il existe un entier naturel tel que si je mets tout élément de G à l'exposant n, eh bien je retombe sur l'élément neutre, hein, donc le E signifie l'élément neutre. Donc c'est un théorème de Burnside, et nous allons le démontrer. À présent, en espérant que vous avez essayé déjà par vous-même de lancer une preuve. Bon, et si vous avez réussi à aller jusqu'au bout, bah, c'est tant mieux pour vous. Sinon, on va y aller tout doucement, et puis on va comparer. Donc, la première chose à faire, qui n'est peut-être pas forcément des plus évidents, c'est de travailler avec l'espace vectoriel F, qui est généré par les éléments du groupe. D'accord ? Pourquoi ça ? Parce qu'un intérêt à ça, c'est que cet espace vectoriel est de dimension finie. Pourquoi ? Parce que ça, c'est inclus dans Mn de C. Et Mn de C, nous savons déjà que cet espace est de dimension finie. Okay ? Alors oui, vous pourriez vous dire, oui, dimension finie ne veut pas forcément dire que le nombre d'éléments dans G est fini. Mais vous allez voir que c'est très utile, là tout de suite, parce que je vais pouvoir en extraire une base. D'accord ? Donc ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Soit les MI, donc comme je génère ma famille par les éléments de G, je peux trouver une base d'éléments qui se trouve dans G. Donc je peux prendre une famille MI finie, donc disons qu'il y en a P, appartenant à GP, une base de G. D'accord ? Et ce qu'on va considérer, c'est l'application suivante. On va regarder l'application F qui, à un élément du groupe, associe un vecteur, d'accord, sur CP, et qui donc à un élément du groupe A associe la trace de AMI. Donc pour I compris entre 1 et P. Voilà ce qu'on va considérer comme application. Bon, très bien. Et donc, ce qu'on va chercher à montrer, c'est que cette fonction déjà est injective. Donc, on va essayer de démontrer que cette fonction est injective. Donc déjà, pour montrer que cette fonction est injective, il va y avoir quelques petites sous-questions. Mais là, déjà, la question que je vous pose, là, si vous voulez essayer de le résoudre par vous-même, n'hésitez pas à faire pause pour essayer d'y répondre, c'est est-ce que F est injective? Montrer que F est injective, en fait, parce qu'elle va l'être. Donc, en espérant que vous avez essayé de répondre à cette question, on va avancer maintenant pour essayer de montrer qu'en effet, cette fonction est injective. Donc, prenons soit A et B, deux éléments de G, tels que f de A égale f de B. Donc si f de A égale f de B, ça veut dire que pour tout I, ça équivaut à dire en fait que pour tout I, dans un P, la trace de AMI est égale à la trace de BMI. Et par linéarité, cela équivaut à dire que pour toute matrice M de l'espace F, donc l'espace engendré par ces éléments MI, nous avons la trace de AM qui est égale à la trace de BM. Bon.
Alors, ok, donc là c'est via la linéarité de la trace qu'on peut affirmer ça. Ok. Et donc grâce à ça, on va pouvoir mettre en avant qu'une matrice en particulier. On va essayer de mettre en avant en effet que A égale B grâce à ça. Et pour cela, ce qu'on va regarder, c'est une matrice un petit peu particulière qui va être construite à partir de A et B. Alors, je vais effacer un tout petit peu ce que j'ai écrit là. Et on va regarder la matrice D, qui est A fois B moins 1. Ok, alors on va regarder cette matrice-là. Si je regarde cette matrice-là, je sais que, comme on a affaire à un groupe, A est dans G, B est dans G, puisqu'on a, je vous rappelle que ces deux éléments étaient dans G, donc ça implique que B-1, B-1 est dans G, A fois B-1, donc D est dans G, et puis ça implique aussi que si on regarde des puissances successives de D puissance K, c'est aussi dans G. Ok. Bon. Alors en ayant ça en tête, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de... Je vais déjà faire la trace de D pour que vous voyez ce qui peut se passer. Donc si je regarde la trace de D, ça va être la trace de A fois B-1. Mais comme B-1 est dans G, je peux utiliser cette propriété-là, que la trace de AM égale la trace de BM. Donc ici, je vais avoir trace de... Alors, je vais mettre une autre couleur pour bien le mettre en avant. B fois B-1. Et donc c'est-à-dire que c'est la trace de l'identité qui est égale à N. Ok. Et en fait, par récurrence, on peut montrer que toutes les puissances de D vont avoir la même trace. Hop. Donc je vais faire je vais faire la partie héréditaire de la récurrence. Ok. Et je vais regarder la trace de D puissance K plus 1. Si je regarde la trace de D puissance K plus 1, c'est la même chose que la trace de A B-1 fois D puissance K. Mais encore une fois, ça, c'est dans G. Et donc, je peux remplacer le A qui est ici par B. Donc ça me donne la trace de D puissance K. Et donc, par récurrence, on en déduit que toutes les puissances de D ont la même trace. Donc, en tout cas, la trace de D puissance K, c'est égal à N. Où N est la dimension de la matrice. Ok. Bon. Alors moi, ce que j'affirme maintenant, c'est que grâce à cette propriété, on peut montrer, donc c'est une autre sous-question si vous voulez, à laquelle vous pourrez faire une petite pause, montrer que D moins identité est nilpotente. Pareil, n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de répondre à cette question avant que j'avance. Ok, j'espère que vous avez essayé. Donc, pour montrer ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu la même technique qu'ici. On va calculer la trace des puissances de K de cette chose. Alors, je vais effacer là. Et donc regardons, donc soit K un entier naturel, et puis le nom nul à la rigueur, et puis on dit, donc on va regarder la trace de D moins IN à la puissance K. Alors D moins IN à la puissance K, comme D et IN sont commutatives, l'identité est commutative avec n'importe quelle matrice, et bien je peux écrire que on est en train de calculer la trace de la somme pour...
je vais essayer d'utiliser une autre lettre, pour j allant de 1 à k, des j parmi k, moins 1 puissance j, d puissance j. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que j'utilise la linéarité de la trace. Donc là, quand j'ai une somme, bah, je la sors. Quand j'ai un truc qui est un nombre complexe par lequel je multiplie ma matrice, ça sort également. Et ce que j'obtiens, c'est la somme pour j allant de 1 à k de j parmi k moins 1 puissance j trace de d puissance j. Et c'est maintenant que j'utilise le résultat qu'on a montré il y a quelques instants. Ça, c'était égal à n. Donc je remplace, j'ai n, que je peux sortir de ma somme. Somme pour j allant de 1 à k, de j parmi k, moins 1 puissance j. Et ce qui nous reste ici, bah, c'est une formule du binôme. Okay, c'est une formule du binôme, avec moins 1 et 1 qui n'apparaît pas, hein, donc il faudrait mettre 1 puissance k moins j pour que ça marche. Donc ce que j'en déduis, c'est que ça, c'est égal à n fois 1 moins 1 puissance k, autrement dit 0. Donc on vient de montrer que notre matrice, là, je sais pas, je vais l'appeler C, disons. On vient de montrer que la trace de C à la puissance k est égale à 0 pour tout k. Pour tout k plus grand que 0 strict. Bon, bah j'affirme qu'avoir cette propriété, c'est équivalent à dire que notre matrice est nilpotente. Okay, c'est un exercice, également. Donc, montrer que ça suffit. Montrer que cette... Donc, montrer que cette condition est équivalente à dire que C est nilpotente. Donc pareil, n'hésitez pas à faire une petite pause, on va en parler pendant quelques instants. Je ne vais pas faire la preuve, je ne vais pas faire le raisonnement général, mais je vais juste vous donner une idée de comment on résout cette question. C'est un exercice classique de prépa, ça. Donc vraiment, voilà, je vais juste vous donner une idée de comment cette chose-là se résout. Ok? Bon. Alors ben, je vais à nouveau effacer un peu. Hop. Donc, bah, pour montrer que c'est nilpotent, donc là on va faire un cas particulier pour répondre à cette question. On va supposer que les valeurs propres sont distinctes 2 à 2. Okay, c'est un cas particulier certes, mais ça va suffire pour comprendre comment ça marche. Donc supposons que C admet n valeurs propres distinctes. Lambda 1, lambda 1. C'est juste pour vous montrer comment on résout ce problème, cette question, si vous ne l'avez jamais vu avant. Et donc, bon, bah, si je regarde les différentes traces, bah, la trace de C, c'est égal à lambda 1 plus lambda 2 jusqu'à plus lambda n. Et ce que je suppose, c'est que ce truc-là, donc là c'est k égale 1, ce truc-là est égal à 0. Puis si je regarde trace de C au carré, j'ai lambda 1 plus lambda 2 plus lambda n, mais toutes ces lambdas au carré, d'accord? Parce que si on a un lambda qui est valeur propre, donc si un des lambdas est valeur propre de C, alors lambda carré est valeur propre de C carré. Okay, et ce serait même un si et seulement si. Bon, modulo quelques petites choses à faire attention, mais sinon globalement c'est ça. Donc là ce que j'ai, c'est que la trace de C, donc de C carré, c'est égal à ça. Puis bon, bah, je continue jusqu'à la puissance qui va m'intéresser le plus, c'est arriver à peut-être normalement n. Donc lambda 1 puissance n, lambda 2 puissance n, jusqu'à lambda n puissance n égale 0. Ok.
Bon, bah, très bien. Et en fait, bah, ce que nous venons d'obtenir là, c'est un système. En fait, on peut voir ça comme un système d'équations. Et ce système d'équations, on peut l'écrire sous la forme d'une matrice fois un vecteur est égal à 0, 0, 0. Donc là, la matrice, en fait, en jeu, ce serait la matrice suivante. Lambda 1, lambda 2, blablabla, lambda n, lambda 1 carré, lambda 2 carré, lambda n carré, lambda 1 puissance n, lambda 2 puissance n, lambda n puissance n. C'est la matrice carrée, n fois n, formée par ces choses-là, fois la colonne de 1, qui serait égale à la colonne de 0. Ok? Et si je suppose qu'en effet mes lambdas sont 2 à 2 distincts, et non nuls, parce que c'est vrai qu'il y a quand même le cas lambda nul, mais supposons que les lambdas sont distincts 2 à 2 et tous non nuls. Bon, si je suppose ça, normalement cette matrice-là doit beaucoup vous parler, et vous avez raison. En fait, il s'agit de, à peu de choses près, de la matrice de Vandermonde. Ici, nous avons une matrice de Vandermonde. Tout attaché normalement, mais... et donc quand on a une matrice de Vandermonde, je ne refais pas cet exercice-là, par contre, c'est à vous de le faire, de montrer que la matrice est inversible si et seulement si, donc, bon, normalement, la matrice, elle doit compter des 1 dans l'affaire, mais c'est pas forcément très grave. Si on veut compter des 1 dans notre affaire pour ne pas s'embêter avec le cas différent de 0, on aurait pu regarder la trace de l'identité. Mais bon, bref, là j'ai fait juste un cas où je pars de puissance k jusqu'à la puissance n, mais ça ne change pas grand-chose au raisonnement. Donc cette matrice de Vandermonde va être inversible si et seulement si, d'une part, aucun des lambda est nul, et d'autre, enfin, en tout cas pour ce cas-là, hein, et d'autre part, que tous les lambdas sont distincts 2 à 2. Ok? Alors, si vous calculez le déterminant de cette matrice, il se trouve que ça va être un produit de différence entre les lambdas, donc produit de lambda i moins lambda j. Ok? Ça va être un produit un peu particulier comme ça. Je ne refais pas cet exercice, c'est un exercice classique, ok? Qu'on aura peut-être l'occasion de faire une autre fois. Donc, sous ces conditions, cette matrice est inversible. Et du coup, ça veut dire que nous avons un problème. Ok? Donc on a une contradiction. Et ça veut dire qu'il y a au moins un des lambdas qui vaut 0. Et si un des lambdas vaut 0, je vais prendre, disons, lambda 1 qui vaut 0, et puis je recommence. Et si je recommence, je n'ai pas besoin d'aller à une puissance aussi lointaine, et je vais pouvoir refaire la même bagatelle. Autre cas de figure, puisque là j'ai fait tous les cas où il y a des valeurs propres distinctes, s'il y avait des valeurs propres qu'on compte avec multiplicité, on ferait à peu près le même raisonnement. Je peux l'écrire juste pour vous donner une idée de ce qui va se passer. C'est que, j'efface un peu, ce qui va être un peu différent si je ne suppose plus distinct, c'est que nous allons avoir un certain nombre de valeurs propres, disons m valeurs propres, et que ces valeurs propres sont comptées par multiplicité, donc ce que je vais avoir c'est... Oh, je vais peut-être pas l'appeler m, je vais l'appeler mu1, lambda 1, plus blablabla, plus mu m, lambda m égale 0. Pour le carré, je vais avoir mu1, lambda 1 carré, plus blablabla, plus mu m, lambda m carré. Et là, j'aurais pas besoin d'aller jusqu'à la puissance n. Je pourrais aller jusqu'à la puissance m, ça suffira. Donc mu1, lambda 1 puissance m, plus blablabla, plus mu m, lambda m, puissance m. Et si j'ai ça, là je peux écrire le système d'équations comme étant la chose suivante. J'ai lambda 1, lambda 2, lambda m, lambda 1 carré, lambda 2 carré, lambda m carré. Et la dernière, j'ai lambda 1 puissance m, lambda 2 puissance m, lambda m puissance m. Je complète, voilà. Fois le vecteur mu1 jusqu'à mu n est égal à 0. Donc si aucun des lambdas est nul, et cette fois-ci les lambdas que j'ai comptés comme ça avec multiplicité sont distincts 2 à 2,
et bien la matrice, encore une fois, est inversible. Ici, ça voudrait dire que les mu1 jusqu'à mu_m valent 0. Ok? Donc la conclusion, c'est que tous les lambda vont devoir valoir 0, et une matrice qui a toutes ses valeurs propres qui vaut 0, c'est une matrice nilpotente. Ok? Donc voilà comment on vérifie que la matrice D, une matrice qui vérifie qui vérifie que sa trace à la puissance k, enfin la trace de cette matrice à la puissance k vaut 0. Voilà comment on fait pour vérifier que la matrice est nilpotente. Donc là, on est arrivé à trace de D, on en était là, par rapport à notre problème. Bon, ok. Mais rappelons que D c'était égal à A fois B moins 1 avec A et B dans le groupe G, donc lui est dans le groupe G. Pour l'instant, à aucun moment on a encore utilisé vraiment le fait que le groupe est d'exposants finis. Et c'est maintenant qu'on va l'utiliser, enfin en tout cas qu'on va utiliser une bonne partie, c'est le fait que si je fais c'est le fait qu'en fait, si je prends M, une matrice de G, bah je sais que x puissance n moins identité est annulateur de M. Or, enfin c'est pas xn, ouais, j'aurais dû mettre xn moins 1, pardon, c'est le polynôme. Donc le polynôme suivant est annulateur de ma matrice, et par conséquent, comme x grand n moins 1 est scindé à racine simple, dans C, ds c'est mieux, à racine simple dans C, alors M est diagonalisable. Ok, donc comme M est diagonalisable, comme toute matrice de G est diagonalisable, bah cette matrice-là est diagonalisable. Et donc si cette matrice-là est diagonalisable, ça veut dire qu'avec l'identité, c'est diagonalisable. D'accord? Donc ainsi, D moins identité est diagonalisable. Conclusion de ça, bah ça veut dire que cette matrice est à la fois, donc là on vient de dire que ce truc-là c'était équivalent à dire que D moins IN est nilpotente. On vient de mettre en avant que D moins IN est aussi diagonalisable. Alors, il faut faire un petit peu attention, hein. Normalement en général quand j'additionne deux matrices qui sont diagonalisables, ça ne veut pas forcément dire que la matrice au total est diagonalisable. Mais là, pour le coup, je peux les diagonaliser sur la même base. Donc on dit qu'elles sont simultanément diagonalisables. Et quand on a affaire à ça, l'identité est diagonalisable sur n'importe quelle base. Donc c'est... Voilà. D'accord, enfin, je tiens à le signaler. C'est pas, en général, ça marche pas hein, de dire qu'une somme de diagonalisable donne une diagonalisable. Mais ici, ça marche parce que c'est l'identité. Et l'identité, on peut la diagonaliser sous n'importe quelle base. Donc, on a une matrice qui est nilpotente et diagonalisable, on n'a qu'une seule matrice qui vérifie les deux en même temps, c'est la matrice nulle. Donc ceci me dit que D moins IN est égal à 0. Donc ça veut dire que D est égal à IN, et ça signifie que A égale B. Conclusion, ma fonction de départ, elle est injective. Ok, alors maintenant qu'on a une fonction injective, bah, j'affirme qu'on va pouvoir conclure que le groupe est d'exposants finis. Enfin, que le groupe qu'on est en train de regarder, plutôt, est fini. Ah. Ok, donc pour cela, il va falloir jouer avec la surjectivité de notre affaire, là. Je relis juste pour être sûr de ce que je vais avancer. Donc, en fait, le fait que f est injectif va induire que notre groupe est fini. Donc là, je me suis permis de relire parce que c'est pas un raisonnement super facile. Donc, il ne me reste pas grand chose à dire, mais juste pour être sûr que je ne dise pas de bêtises. Donc, le dernier point
qu'il faut mentionner, c'est le fait que l'image de f est inclus dans un ensemble, que je note qui M, disons, ou qui est l'ensemble des traces des éléments de G. Donc une trace de A pour A dans G. Ok, bon. Et en fait, il se trouve que ce X là, il est fini. En fait. Donc pourquoi il est fini? Parce que c'est un jeu de combinatoire. Les valeurs propres de G appartiennent, en fait ça vient essentiellement de ça. Voilà, oui, c'était la petite chose qui me manquait un peu. Donc cet ensemble-là est fini. Et pourquoi cet ensemble-là est fini? Parce que, en fait, pour avoir la trace de A, on sait que A pour polynôme annulateur, x puissance n moins 1. Mais avoir comme polynôme annulateur x puissance n moins 1, ça n'implique pas que le fait d'être diagonalisable, ça implique aussi que les valeurs propres, donc si je note VA, P, donc les valeurs propres de A sont incluses dans les racines de x puissance n moins 1. Et donc si je veux déterminer le nombre, enfin si je veux essayer de voir que en effet le nombre de traces qu'on peut avoir est fini, il suffit de se dire, si je veux calculer toutes les traces possibles, il faut que je prenne n éléments, petit n éléments, qui peuvent être égaux ou pas, là-dedans, dans les racines de x puissance n moins 1. Okay, donc là, les racines de x puissance n moins 1, si je veux prendre une des traces, ce que je vais faire, c'est que là, je sais que j'ai grand n racines. Okay, donc si je veux me construire une matrice avec une certaine trace, ce qu'il faut que je choisisse, c'est petit n éléments parmi ces grands n éléments. Et ce, de manière à... j'ai tout à fait le droit de répéter les valeurs propres que je veux. Donc en fait, le cardinal de x, ou juste le cardinal de x, le cardinal de x, ça va être inférieur ou égal, si on veut, au nombre de choix que je pourrais faire sur mes racines. Et le nombre de choix que je peux faire sur mes racines, c'est grand n puissance n, au sens où je vais prendre la première valeur propre. J'ai grand n, j'ai grand n choix, pardon. Je prends la deuxième valeur propre, j'ai grand n choix, et ainsi de suite, jusqu'à petit n. Donc c'est pour ça qu'on a ce majorant ici. Donc im de f, donc ce truc-là est fini, im de f est inclus là-dedans, et on sait que f est injective. Donc ça veut dire que im de f, en fait, c'est isomorphe à G. Et donc c'est terminé, en effet, G est un groupe fini. Bon, c'est pas évident, hein, d'accord? Encore une fois, je répète, cet exercice est loin d'être évident. J'espère que vous avez essayé de faire des petites pauses à chaque petit point, chaque question notamment que j'ai posée, pour essayer de le faire par vous-même. On pourra peut-être revenir à cette question de matrice Vandermonde sur un autre exercice de colle, ça pourrait être intéressant. Mais voilà. Alors je vous ai proposé cet exercice, c'est à la suite de ce que j'ai vu comme sujet à l'ENS qui est tombé pour cette année. Et j'ai vu qu'on parlait beaucoup, il y a un des sujets dans lequel on travaillait ce genre de choses. Alors certes, on ne balançait pas la question ou l'exercice comme ça, il y avait pas mal de sous-questions, mais dans le fond, c'était exactement ce qu'on était en train de faire. Donc je me suis dit, ça peut être intéressant pour vous de voir cet exercice afin de faire de la révision encore avant les autres concours qui s'en suivent, Centrale, Minpon, etc., etc. Bon voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu et si vous pensez que ça peut être utile pour d'autres personnes et ou ça pourrait plaire à d'autres personnes. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour l'Exode Call numéro 12. Allez, salut à tous!